Bonjour à tous et bienvenue sur l'antenne d'RTVFM. Ravi de vous retrouver aujourd'hui pour un podcast spécial consacré au harcèlement scolaire. Un podcast donc dans le cadre du collectif départemental de lutte contre le harcèlement scolaire, donc en partenariat avec le PAEJ d'Avignon et Carpentras, le PIGE, donc le point information jeunesse de Carpentras, et la maison des adolescents de Vaucluse. Ce podcast donc a pour but de sensibiliser les jeunes et les adultes au harcèlement scolaire. Et pour en parler aujourd'hui, on a le plaisir de recevoir dans le micro Sacha, 19 ans, Quentin, 26 ans et Cléo, 22 ans, qui vont donc témoigner de leur parcours en tant que victimes de harcèlement scolaire. On va donc commencer avec Sacha. Bonjour Sacha. Bonjour. Et aussi Quentin. Bonjour Quentin. Bonjour. Alors Sacha, tout d'abord, est-ce que tu peux nous préciser un petit peu le contexte? À quel moment tu t'es sentie victime de harcèlement scolaire? Je pense que ça a commencé à la primaire, quand j'étais enfant. Que du coup, mes camarades se moquaient régulièrement de moi, de ce que je faisais dans la cour ou en classe. C'est que vraiment au collège qu'on a pu mettre un mot sur ce qui m'arrivait, qu'on a pu me dire que ce que je vivais, c'était du harcèlement. Pour Quentin? Moi, du coup, c'est plutôt la période collège qui est concernée par le harcèlement scolaire. Et du coup, effectivement aussi, le moment où on met des mots sur la situation arrive plus tard, milieu lycée, fin lycée. Ok. Alors, Sacha, toi, donc, tu as été victime de harcèlement. Comment ça s'est déclenché? Est-ce que tu as un profil type? Est-ce que toi, c'est peut-être plus ton parcours, ton enfance qui a mené à ce harcèlement? Comment tu l'as identifié un petit peu? J'ai surtout remarqué que quand je faisais un truc, mes camarades se moquaient de moi. C'était « Oh tiens, Sacha fait un truc, c'est la meilleure blague de l'année ». Au début, ça me faisait rire moi aussi, jusqu'à ce que plus du tout, et que j'en vienne à m'isoler. C'était des moqueries? Oui, des moqueries, ça arrivait. Des fois, ils riaient juste parce que je faisais un truc. Des fois, ils commentaient ce que je faisais et ça se moquait. Et justement, est-ce que tu as trouvé des adultes à ce moment-là, quand tu as été harcelé? Est-ce que tu t'es rapproché de quelqu'un? Ou est-ce que pour toi, déjà, est-ce que le mot harcèlement, est-ce que tu connaissais ce mot-là déjà en primaire? En primaire, non, pas du tout. Enfin, c'était vague et pour moi, je me sentais pas concernée. Et non, les adultes ne m'ont pas trop aidée. Enfin, il y avait des actions, des choses qui étaient mises en place, mais ça n'a jamais rien donné de vraiment concret. Ce harcèlement a duré combien de temps? Je vous avoue que je me souviens pas exactement de quand ça a commencé précisément. Est-ce que c'était des jeunes, donc des filles, des garçons? C'était que des filles, que des garçons? Les deux, des filles et des garçons. Et je sais que ça a duré une grosse partie de la primaire, un peu pendant le collège, à intervalles un peu plus espacés. Comment tu peux expliquer qu'on t'ait harcelé? Est-ce que parce que tu étais peut-être plus un profil un petit peu solitaire? Est-ce qu'il y a d'autres explications pour toi, d'après toi? En primaire, j'ai pas le souvenir d'avoir été très solitaire. Au contraire, j'avais juste un monde un peu différent de celui des autres et je voulais leur faire partager. Bon, visiblement, c'était pas une bonne idée. Et donc les adultes, tu ne t'es pas rapproché d'eux? Au début, j'allais les voir, je leur disais, il y a un tel qui m'embêtait, il y a un tel qui se moque de moi. Et pour eux, au début, c'était des jeux d'enfants, je pense. Donc, ils n'ont pas vraiment intervenu directement, mais dès que ça a commencé à devenir un peu plus violent, mes parents ont été avertis. Tu nous dis plus violent. Qu'est-ce qui a été plus violent? On me poussait, on me frappait pas directement, mais c'était plus en mode oh, Sacha est tombé, oh, Sacha a trébuché, alors que non, on m'a poussé, c'est toi qui m'as fait un croche-patte. Voilà, il y a jamais eu de coup direct, mais c'était comme ça. Aujourd'hui, est-ce que c'est quelque chose qui ressort ou est-ce que tu as appris à vivre avec? Alors, est-ce qu'on peut apprendre déjà à vivre avec? Je pense pas. Moi, en tout cas, j'ai jamais réussi à vraiment vivre avec. Ça m'a rongé pendant un long moment. Et aujourd'hui encore, c'est quelque chose dont j'aimerais me débarrasser. Donc là, aujourd'hui, tu participes à ce podcast. Qu'est-ce qui a déclenché en toi, finalement, le fait que tu souhaites quand même prendre la parole? Parce que c'est difficile, du coup. Le podcast, ça fait partie, entre guillemets, de ce que je comptais faire. Mais je fais partie d'un groupe de lutte contre le harcèlement dans mon lycée. Et quand ce groupe a été fondé, je ne sais pas si c'est le bon terme que je vais employer, ni comment il va être interprété, mais j'y ai vu une forme de vengeance sur la vie, sur ce qui m'était arrivé. Et je me suis dit, il faut que j'en sois, il faut que j'agisse. Puis au fur et à mesure, on a proposé aux ABH, du coup les ambassadeurs contre le harcèlement de Victor Hugo, on leur a proposé plusieurs projets, dont ce podcast et un projet de long métrage, enfin de court métrage, pardon. Et parlons un petit peu du contexte familial.
Ça s'est bien passé? Pas eu de soucis particuliers quand tu étais jeune? Alors, c'était une période un peu compliquée. Quand j'étais enfant, du coup, je suis la première enfant que mes parents ont eue, donc c'était un peu nouveau. Je pense qu'ils n'ont pas trop su comment gérer à l'époque. Et désolée, je suis un peu mal à l'aise quand je dois parler de mes parents. Et est-ce qu'ils t'ont quand même accompagné, du coup? Ils essayaient de m'aider comme ils le pouvaient, même si je pense qu'ils se trompaient un peu sur la nature de ce que je vivais. Je pense qu'à leurs yeux, c'était des jeux d'enfants qui partaient trop loin, que du coup, ils essayaient de calmer un peu les autres. Le truc, c'est que ça marchait pas. Et tu n'as pas échangé avec des adultes, tu nous disais, et ça a duré quelques années. Et après, quand tu es passé au collège, comment ça s'est passé? Alors, au collège, j'ai eu la chance déjà d'être séparée de mes harceleurs. Alors justement, on rappelle qui étaient tes harceleurs. Les élèves qui étaient dans ma classe... Est-ce que c'était des fois de tes amis ou pas? C'était à primaire, donc naïvement, on était un peu tous copains les uns les autres, mais c'était rien de sain. Enfin, quand on se moque de quelqu'un qu'on dit notre ami, c'est pas sain. Donc au collège? Au collège, j'ai été séparée de tout ce beau monde. Je me suis retrouvée seule. Et bon, j'avais déjà une connaissance dans le collège que j'avais connue en primaire qui a accepté de me prendre sous son aile et de me présenter des gens. C'était des amis à elle. Et là, ça allait beaucoup mieux. La plupart, c'était des garçons un peu plus âgés que moi. Pourquoi des garçons? Je sais pas. Je sais pas, c'est pas... Comment s'est fait le rapprochement? Elle m'a présenté à un garçon en particulier, qui lui m'a présenté à ses amis. Et de fil en aiguille, je me suis retrouvée avec un groupe autour de moi. Et je crois savoir qu'il y a un des jeunes aujourd'hui où tu es avec? Oui, avec qui je suis encore en contact et on a une relation, oui. D'accord. Et finalement, quand tu t'es rapproché de ces adultes, ils étaient un peu plus âgés, c'est ça? Un peu plus âgés? 5e, 4e ou 3e. Voilà. Qu'est-ce qui a fait finalement? C'est grâce à eux que tu n'as plus été harcelé? Tu t'es mis en fait dans un groupe et en fait en étant dans un groupe, ça t'a évité d'être harcelé? C'est un petit peu ça ou pas du tout? Je pense que mes bourreaux de l'année précédente ont eu un peu peur. Du coup, une fille au milieu des garçons, on s'en approche pas. Donc j'ai été un peu au calme. Après, je sais pas trop comment ça s'est passé, mais il y a eu des gens de ma classe que je connaissais pas qui ont appris un peu ce qui m'était arrivé les années précédentes, les moqueries que je subissais et mon trait de caractère, on va dire, et qui se moquaient de temps en temps de moi, mais c'était pas... Avec eux, c'était moins pire. Enfin, avec les garçons, c'était moins pire. Sacha, est-ce qu'à un moment donné, tes harceleurs s'en sont rendus compte qu'ils étaient en train finalement de t'emmener au fond, j'ai envie de dire? Je vous avoue que je ne sais pas, je ne leur ai plus reposé la question, je n'ai plus aucun lien avec eux depuis le collège. Est-ce que tu penses que c'est faisable finalement d'être dans l'autre sens aussi, d'être harceleur toi aussi? Est-ce que ça aurait pu t'arriver? Et qu'est-ce qui a fait que tu ne l'as pas été? Alors dans mon cas, après le harcèlement, je me suis complètement isolée. J'avais encore des amis du collège que je continuais à voir de temps en temps, mais sinon je cherchais pas à me faire d'autres amis, j'évitais les gens en général. C'est pour ça que je pense que moi, j'aurais pas pu faire subir à quelqu'un ce que j'ai subi. Pas parce que je suis pure ou un truc comme ça, mais juste parce que j'avais plus envie d'être liée aux gens. Et même aujourd'hui que je recommence à un peu me sociabiliser, je n'envisage pas le fait de me moquer de quelqu'un sans m'excuser de suite après s'il l'a mal pris. Donc par rapport à ton profil, donc le fait que tu étais un petit peu isolée, un petit peu différente pour le coup pour eux, par rapport à eux, c'est ce qui a fait que tu as été harcelée ou pas du tout? Je pense que ça a commencé par là. Après, il y a eu certainement d'autres choses, d'autres raisons que j'ai oubliées ou que je n'ai jamais cherché à savoir. Qu'est-ce qui t'a aidé à tenir? C'est bateau, mais je pense que c'est mon copain. Enfin, même si on s'est mis ensemble bien après. Mais c'est mon copain. Puis après, c'est deux filles franchement incroyables qui m'ont poussée à les éloigner de moi, en fait. C'est pas elles qui m'ont poussée à m'isoler. C'est pas ce que je veux dire, mais c'est... Je sais pas, mais en tout cas, elles m'ont encouragée à suivre des voies que je n'aurais jamais imaginées à l'époque. Elles m'ont encouragée à me lancer dans l'écriture, à m'échapper du monde dans lequel je m'étais, entre guillemets, renfermée. Puis il y a eu aussi mes grands-parents. Ça, je pense que c'est tout le monde. Les grands-parents, c'est un truc génial. Quel est le message que tu souhaites faire passer aux harceleurs, aux harcelés et aux adultes, les trois? Alors, les harceleurs en premier, j'aimerais à tous vous demander qu'est-ce qui vous prend? Qu'est-ce qui vous passe par la tête et qu'est-ce qui ne va pas dans votre vie pour que vous en veniez à vous en prendre à quelqu'un comme moi, quelqu'un comme nous? Je comprends pas. J'ai essayé, j'y arrive plus. J'arrive pas à vous comprendre. Pour les harceler, cette phrase va sûrement être détournée, elle va peut-être être mal interprétée, mais j'ai envie de dire aux harcelés, fermez les yeux. Ça fait mal sur le moment, c'est blessant sur le moment, mais vous verrez, dès que vous fermez les yeux, ils sont plus là.
Puis les adultes, c'est plus compliqué parce que eux aussi, j'ai du mal à les comprendre. Alors maintenant que j'en suis une, c'est encore plus compliqué. Je sais pas, à quel moment vous vous dites que c'est un jeu quand la gamine, elle se met à pleurer devant vous? À quel moment vous vous dites que c'est des enfants qui s'amusent? Aujourd'hui, donc, tu nous disais que dans ton lycée, tu as mis en place des actions, tu fais partie d'un club. Ce club s'appelle comment ? Les ABH. Les ABH. Est-ce que tu as aidé des filles, des garçons de ton âge à l'époque qui étaient harcelés ? Alors, comment tu les as aidés ? c'est très petit pour le moment par rapport à Victor Hugo. On a surtout une salle où on accueille les personnes quand elles sont mal, quand elles font des crises de panique ou qu'elles se sentent harcelées. On les accueille, on les écoute, on essaie de les aider à se calmer, à se sentir mieux. Sur le moment, parce qu'on sait que quand ça reprendra, ce sera pire. Mais on essaie de les écouter et quand on a assez d'éléments, on fait remonter l'info au CPE et après, c'est eux qui essaient de confronter le harceleur. On se dit souvent que c'est peut-être le cadre qui fait qu'on est harcelé. Est-ce que les établissements où tu étais, il y avait un cadre particulier qui encourageait ça ou pas du tout ? Aujourd'hui, je ne pense pas. C'était des écoles, des collèges qui étaient... Enfin, c'était des petits établissements, quoi. Mon école primaire, c'était surtout les élèves du village qui venaient. Mon collège, c'était un petit collège, il n'y avait pas grand-chose. Même pas sûr qu'il y ait une histoire derrière ce collège. Non, je ne pense pas que ce soit lié au cadre. Aujourd'hui, tu vis comment avec ça ? Avec le harcèlement ? Avec le harcèlement, avec ton parcours ? Je ne sais pas trop comment l'expliquer, mais si on me donnait la possibilité de faire un vœu, je dirais que je veux revenir dans le temps et effacer toute cette période de ma vie. Ou au moins pouvoir la réécrire comme je le voudrais. Je sais que ça fera toujours partie de moi, partie de ma vie, mais c'est tellement étouffant que j'aimerais l'enlever. Aujourd'hui, je dis que je vais mieux, je dis que ça va mieux, mais c'est vrai, c'est sûr, ça va mieux physiquement, psychologiquement, mais c'est toujours là. Sacha, un message quand même positif malgré tout ce que l'on vient de dire, malgré ce que tu as subi. Est-ce qu'il y a quelque chose qui peut donner espoir à d'autres jeunes qui nous écouteraient aujourd'hui dans ce podcast, d'autres personnes qui ont été harcelées, à aller de l'avant, des solutions justement ? Je sais pas si c'est une solution, mais moi, après ma période justement de harcèlement, je me suis beaucoup refermée sur moi-même. C'était pas la chose à faire. J'ai pas voulu voir le bon dans les gens autour de moi, donc j'aimerais dire aux personnes qui sont harcelées là maintenant de ne pas s'isoler, d'essayer d'aller vers les autres malgré tout. Il y aura forcément quelqu'un de bien qui pourra vous aimer comme vous êtes. On va prendre maintenant la direction de Quentin qui est juste à nos côtés pour pareil le deuxième témoignage. Merci Sacha en tout cas. Donc Quentin, toi c'était en fin de primaire je crois, enfin c'était au début, après collège plutôt Quentin ? Ouais, plutôt collège. Voilà, plutôt collège. Et là toi justement parle-nous un petit peu de ton parcours, à la fois de l'enfance, côté aussi peut-être pourquoi pas familial, contexte familial et le collège. Du coup, pour commencer, le harcèlement n'a pas pris place en primaire. Il a vraiment eu lieu sur les 4 années de collège. Mais la primaire était déjà un indicateur, on va dire. J'étais déjà un enfant assez isolé, qui pouvait avoir du mal à rentrer en contact avec les gens. J'avais un caractère assez fort. Je voulais souvent avoir raison, ce qui a mené à ce que je sois beaucoup mis à l'écart en primaire. Mais ça s'apparentait pas à du harcèlement. Il pouvait y avoir une moquerie d'un jour à l'autre, des jours où je m'entendais pas avec les personnes et du coup ils refusaient que je joue avec eux, mais ça ne s'apparentait pas à du harcèlement. Vraiment, le collège a été le point culminant de tout ça. Et du coup, pour revenir sur le contexte, donc comme je disais, j'étais un enfant... pour arrondir le truc, presque un but de lui-même des fois. Mais donc c'était avec un cadre où, familialement, j'ai mes parents qui avaient du mal à me comprendre aussi. Tu étais quelqu'un qui était plutôt solitaire, tu penses, Quentin ? Non. C'est justement, c'est même quelque chose qui me constitue entièrement et qui m'a amené très tôt à me poser la question pourquoi j'avais du mal à rentrer en contact avec les gens. Mais non, c'est... Comment tu l'expliques justement ? Pourquoi est-ce que tu as eu Aujourd'hui, est-ce que tu arrives à l'expliquer ? Pourquoi j'ai eu du mal à rentrer en contact avec les gens ? Déjà, ce phénomène de vouloir avoir raison et d'être têtu, ça peut vite amener à des conflits, à un ras-le-bol de la part des personnes, des enfants que j'avais en face à ce moment-là. Et voilà, et puis quand on a 7, 8, 9 ans, c'est pas encore l'âge où on se remet en question sur des sujets pareils. Donc c'est des comportements qui se reproduisent un peu tous les jours. Voilà. Donc, fin de primaire, tu as intégré le collège et c'est à partir de là où tu as vraiment eu le sentiment que tu étais harcelé. Mais au départ, tu ne savais pas forcément non plus le terme du harcèlement, tu ne connaissais pas non plus le terme, toi non plus. Non, alors en plus, tout est question déjà en plus d'époque, puisque la période de ce harcèlement, donc
C'est de 2009 à 2013 à peu près ma période collège. Donc c'était un moment où le harcèlement en tant que tel n'était même pas reconnu. C'était des moqueries répétées, tous les sens qui définissent le harcèlement, tous les termes qui définissent le harcèlement, mais pas le mot harcèlement à proprement parler, quoi. Et du coup, oui, l'entrée au collège a été rapidement compliquée. Donc en 6e, je suis rentré en classe bilingue dans un collège où la LV2 était pour une seule classe amenée plus tôt. Et donc il y avait une certaine forme d'élitisme déjà pour rentrer dans cette classe. Et donc ça a emmené aussi quelquefois des concours un petit peu malsains, j'ai envie de dire, sur les notes, les performances, ça a emmené tout ça ? Oui, complètement. Alors je sais pas si c'était moindre une rivalité dans les autres classes, mais oui, il y avait un truc de compétition où déjà de notre classe par rapport aux autres, on a eu souvent des profs qui ont eu tendance à nous rappeler que dans ce collège on était les meilleurs. Si nous on faisait quelque chose de travers, c'était franchement désespérant pour eux parce qu'ils savaient plus sur qui se rabattre. Et donc ça, à longueur finalement de journées, 2 mois, finalement ça marque tout ça ? Oui. Oui, ça marque dans tous les sens. Ça nourrit aussi un sentiment de supériorité, que ce soit du coup chez ceux qui ont pu m'harceler comme chez moi. Ça rend pas plus facile le fait de rentrer en contact avec des personnes à nouveau. Qui étaient tes harceleurs ? Tes amis ? Alors c'est un groupe de 6 mecs qui étaient dans ma classe. Et ça a amené à des moqueries. Mais oui, du coup, ce groupe-là, on a commencé par un rapprochement amical et par la suite j'ai surtout été forcé de rester un peu avec eux. J'avais pas vraiment le choix. C'est quelque chose qui a été amené parce que quand j'essayais d'aller vers quelqu'un de nouveau, il s'en prenait à lui et du coup la personne restait rarement avec moi. D'un autre côté, en plus de ça, au niveau parental, je me retrouvais en classe avec eux, donc les projets de groupe, c'était souvent avec eux qu'il fallait que je me mette. J'ai été invité à leurs anniversaires, les parents échangent, et se disent ça tout va bien, etc. Donc voilà, je me suis. Les adultes ne l'ont pas vu. Jusqu'à ce que j'en parle, mes parents ne l'ont pas spécialement vu. Après, eux, ils l'ont remarqué. Les parents des autres, je ne crois pas. Est-ce que les jeunes avec lesquels tu étais ont perçu ce problème ? Pas à l'époque. À l'époque, on parle vraiment au début. Non. Sur le moment même, non. Donc ça, c'était en 6e, 5e, on va dire. Et puis, malheureusement, ça ne s'est pas amélioré avec les années. Enfin, en tout cas, toute la période collège. Alors, entre guillemets, si. Ça s'est un peu allégé, justement, à partir de la 4e. Donc, deux phénomènes en 4e. Pourquoi, justement ? On se retrouve avec une séparation de la classe en 2. Donc ça fait 2 demi-groupes. Pour imager le propos, ça fait respirer, ça permet de voir de nouvelles têtes. Et comment tu as tenu entre la 6e et la 4e ? Pourquoi tu t'es accroché ? Moi, c'était vraiment les périodes hors scolaires qui me... J'avais souvent en été, c'était devenu un rendez-vous. Je partais en colonie de vacances 3 semaines. Alors attention, une colonie de vacances, mais dans un contexte où je partais avec des inconnus complets, où je pouvais être moi-même, où j'ai pu nouer des relations saines, parce que j'ai pu avoir des conflits aussi, on a pu se vanner, se moquer ou quoi que ce soit, mais ça rentrait jamais dans la catégorie du harcèlement. Donc c'était 3 semaines de respiration, où de toute façon, dans tous les cas, je savais que si ça se passait pas bien avec quelqu'un, au bout de 3 semaines, c'est fini, je ne le vois plus, on n'en parle plus. Pas comme au collège. Exactement. Donc en 4e, tu t'es battu ? Oui, ça, voilà. Donc deuxième phénomène, après la rupture de la classe en 2, c'est que dans le courant de l'année scolaire, j'ai été amené à me battre avec un de mes harceleurs. Et le fait que du coup je me mette à me défendre et que même pour l'histoire entre guillemets je gagne, ça a libéré de la charge sur mes épaules. Mais c'est pas, la charge n'a pas disparu. Elle est juste passée de moi à celui qui me harcelait, avec qui je me suis battu, qui du coup a commencé à être harcelé lui aussi. Par qui ? Par le reste du groupe et par même d'autres personnes qui n'étaient pas forcément des harceleurs quotidiens contre moi, mais ceux qui étaient dans la classe, etc. Est-ce que à l'époque, est-ce que ça t'a amené à devenir aussi un harceleur ? Alors, pas à ce moment-là, non. C'est sur le moment, quand on sait ce que ça fait, je souhaiterais pas ça à mon pire ennemi, quoi. Je pourrais comparer ça, mais c'est de la souffrance permanente. Être traité de fragile, ça faisait que au collège, il fallait montrer aucune émotion. Ça a amené à ce que toutes ces émotions, à un moment, elles sortent d'une manière ou d'une autre. Donc c'était souvent à table avec mes parents. Ça a amené à une relation très conflictuelle. Ça bousille pas que l'aspect scolaire.
Ça bousille tout. Les relations familiales. Les relations familiales, les relations amicales, la relation à soi-même. Donc voilà, non, on le souhaite à personne. Et donc non, à ce moment-là, je le suis pas devenu. Dans la période du lycée, un autre parcours a pris place puisque le harcèlement s'était arrêté. Et quand à partir de la première, Pourquoi il s'est arrêté juste avant? Tu précises un petit peu. Parce que tu as changé d'établissement de nouveau? Alors changement d'établissement, mais déjà les jeunes qui me harcelaient m'ont quand même globalement suivi dans le même établissement. Mais ils étaient beaucoup plus dispatchés. Donc déjà, plus petit groupe, je pense que ça a un effet. L'effet d'être en groupe à 6, à pouvoir s'en prendre à quelqu'un, ça donne une force. Et puis, entre guillemets, ça justifie la chose, puisque si moi je le fais et que l'autre le fait derrière, c'est que si on le fait tous, c'est que forcément... Enfin voilà. Et en plus de ça, je pense sincèrement qu'il y a quand même un coup de maturité qui se prend au moment du lycée. Les relations sociales de tout le monde deviennent, je pense, en général plus profondes, que ce soit du sentimental, que ce soit de l'amical. Et je pense que c'est une période où on se remet beaucoup plus en question. Alors même s'il n'y a pas eu spécialement de remise en question de leur part sur le sujet du harcèlement, je pense qu'il y a pu en avoir sur le sujet de qui je suis, comment j'ai envie de me comporter avec les gens à partir de maintenant. Jusqu'à ton arrivée en lycée, les harceleurs ne se sont pas sentis inquiétés et n'ont pas pensé qu'ils étaient harceleurs. Non. Il a fallu un élément déclenchant supplémentaire. Oui. Et lequel? Alors... Et t'as pas été accompagné non plus. Est-ce que tu as parlé à d'autres personnes entre-temps? Donc après en avoir parlé à mes parents, j'avais quand même une CPE qui était au courant au collège et j'ai quand même essayé avec 2 profs par le biais de mes parents. C'est mes parents qui sont intervenus à ce niveau-là. Qu'est-ce qu'ils ont fait pour essayer de régler le problème? Alors en 6e, la prof a mis en place ce qu'on appelait des vies scolaires. Je ne sais pas si ça porte toujours ce nom-là. Vie de classe, exactement. C'était une discussion, le but étant de chercher l'apaisement des conflits et de comprendre pourquoi ils se mettaient en place aussi régulièrement. Mais ça, voilà, c'est quelque chose qui a souvent mené quand même à ce que je me retrouve en 1 contre 6. Ça se retrouvait plus en tribunal que dans quelque chose qui m'a vraiment servi à accompagner. Et alors en 5e, on est intervenu auprès du prof, mais malheureusement, ça n'a rien donné, mais vraiment rien, quoi. Qu'est-ce qu'il aurait fallu faire à l'époque? Alors, je pense que ce qu'il aurait fallu faire, c'est que moi, j'accepte de changer d'établissement. À l'heure d'aujourd'hui... Tu penses que ça n'aurait pas recommencé dans un autre établissement? Ça aurait pu. C'est ce qui m'a fait ne pas changer d'établissement, d'imaginer que ça pouvait se reproduire et de recommencer à zéro un peu dans le vide. Mais maintenant, quand je le vois, et comme je dis que les colonies, le changement d'air, etc., c'est vraiment le truc qui m'a apporté une bouffée d'oxygène, qui m'a permis de respirer et de sortir la tête de l'eau. Pour moi, force est de reconnaître que changer d'établissement, ça pouvait être une solution. Ça aurait peut-être pas marché, mais aujourd'hui... C'est ce que tu penses à l'époque ou c'est ce que tu penses aujourd'hui? Non, c'est ce que je pense aujourd'hui. À l'époque, en elle-même, je n'avais pas de solution. C'était ce qu'on me donnait comme solution, c'était ignore-les. De toute façon, si tu les ignores, ils vont finir par se lasser. T'as écouté ce que disait Sacha, finalement, où elle disait qu'il faut les ignorer un petit peu. Est-ce que tu es d'accord avec ça? Pour ma part, non. Parce que c'est vraiment quelque chose qu'on m'a répété pendant 4 ans. On m'avait dit, comme je disais, ignore-les. Ils vont finir par se lasser. T'as beau les ignorer, ça continue. Moi, dans mon cas, ça a même mené à pire, quoi, parce que jusque-là j'avais le droit à des moqueries, etc. Mais quand tu finis par ignorer et que en plus dans l'œil de ceux qui te harcèlent, avant tu n'ignorais pas, c'est presque ça les frustre, je pense. Ça a accentué les actions qui mettaient en place. Voilà. Mais donc moi non, C'était un petit peu un cercle vicieux pour toi cette période? Oui, complètement. En allant voir les adultes, on se retrouve comme avec l'image de la balance, etc. C'est encore pire d'un côté. En ne faisant rien, ça s'aggrave, etc. En restant dans son coin, on est fragile, on est victime. On est une cible facile. C'est quelque chose que aujourd'hui je regrette, pas entre guillemets, mais regret c'est pas un bon mot. Mais j'ai été élevé en mode la violence ne résoudra jamais rien. C'est la seule solution, entre guillemets. Que l'on envisage à ce moment, et du coup. Que l'on envisage à ce moment, et même tout court, puisque c'est, avec la réflexion que j'en ai aujourd'hui, je me trompe peut-être, mais le fait de montrer qu'on est capable de se défendre, et de pas laisser passer les choses, etc., je pense que c'est vraiment le point culminant, une fois que l'action du harcèlement est déjà enclenchée.
tu parlais tout à l'heure avec Sacha de solutions. Pour moi, la solution, c'est déjà, tant qu'on prendra en compte le problème qu'une fois qu'il est là, il n'y a plus de solution à part pour le jeune de réussir à lui-même se défendre et de défendre sa personne. Mais comment on l'anticipe dans ce cas-là ? L'enfant, la notion de bien et de mal, elle se développe autour de l'âge de 7 ans. C'est des âges qui sont phares. Donc 7 ans, en général, on est entre CP et CE2 selon les situations. C'est des âges qui sont phares sur le développement infantile et sur la compréhension de l'autre. Et je pense que c'est le moment où on devrait intervenir avec le développement de compétences sociales, de l'empathie chez les jeunes, de la mise à la place de l'autre. Et je pense que c'est vraiment la chose qui pourra un peu nous libérer de ce joug-là, quoi. Quentin, je voudrais revenir au moment où tes harceleurs se sont rendus compte ce qu'ils étaient en train de te faire. C'est quand tu as eu une dépression. Oui. Il y a d'autres contextes à cette dépression, mais le harcèlement en fait quand même grandement partie. Sorti du collège, arrivé au lycée, il y a quelque chose qui est assez fou, qui se passe en moi, c'est que du coup, il n'y a plus de harcèlement du tout. Et je passe de attention permanente, même si elle est malsaine au collège, donc dirigée vers moi, toujours du monde, en tout cas qui vient me parler, qui pas pour les bonnes raisons, mais voilà, au moment du lycée où plus personne. Donc c'est un grand moment de solitude, il s'est emparé de moi, il y avait du manque face à cette situation de harcèlement, de passer de tout à rien du tout. On pourrait dire que c'est une amélioration en soi, mais voilà. Et donc, mélangé à d'autres contextes, etc., ça m'a mené à une dépression qui a représenté une sacrée période pendant la seconde. On parle quand même de février à fin juin, donc plus d'un tiers de l'année scolaire en dépression. Et c'était pas juste une dépression que je garde pour moi et je continue à faire ma vie. Je me suis retrouvé sorti du circuit scolaire pendant 4-5 mois. J'étais chez moi tous les jours. C'était jeux vidéo, animé, etc. Je me suis enfermé dans mon coin, renfermé sur moi-même complètement. Et c'est à ce moment-là que 2 des harceleurs qui étaient encore dans ma classe déjà se sont rendus compte qu'il y avait un truc qui allait pas. Pourquoi ? Qu'est-ce qu'ils ont fait justement ? Qu'est-ce qu'ils ont fait ? Déjà, ils sont venus prendre des nouvelles. Ce qui n'a pas manqué de me surprendre, mais... Et les 2 autres, par contre, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Non, les 2 autres, non. Quentin, quel est le message que tu souhaites passer aux harceleurs, aux harcelés et aux adultes ? Même question du coup que Sacha. Déjà, je peux pas vous dire que ça va passer, malheureusement, au harcelé. À l'heure d'aujourd'hui, ça fait encore partie intégrante de moi, ça fait partie de qui je suis, ça fait partie de comment je me suis développé, ça fait partie de pourquoi je prends telle ou telle direction. Donc ça fait partie de ma construction intégrale. Je pense qu'à terme, on peut en faire une ressource. Je pense que c'est souvent un message de trouver qui on est pour pouvoir l'affirmer, pour les harcelés en tout cas. Pour les adultes, je sais qu'il y en a pour qui ça passe encore au-dessus de la tête. Eux, malheureusement, quel message leur faire passer s'ils n'ont pas envie de le prendre en compte, hein. Et j'espère pour eux qu'ils l'auront pris en considération avant que ça arrive à quelqu'un de proche d'eux. Pour les adultes qui le prennent en considération, continuez. La moindre chose que vous faites en le voyant vous-même, etc., ça n'aura pas forcément pour effet que du positif, mais c'est toujours une note, c'est des souvenirs auxquels on se raccroche, c'est des personnes qui sont ressources après pour nous. Et je dis ça pour les adultes ou pour les jeunes qui s'interposent, les jeunes qui prennent parti dans ces situations-là et qui viennent arrêter ou accompagner quelqu'un ou lui tenir compagnie ou quoi que ce soit. Ce sera toujours que du positif. À un moment ou à un autre, on n'en tirera que du positif pour moi. Et pour les harceleurs, pour moi, vous avez quelque chose à régler, allez voir quelqu'un. Ça vaut pour moi. En tant que victime, j'ai eu des choses à régler, des choses à évacuer, mais pour vous aussi, quoi. Et ce sera pas un aveu de faiblesse, je pense, puisque c'est souvent la question de la fragilité, de la victimisation, victime, etc. Sur le sujet du harceleur harcelé. C'est pas un aveu de faiblesse d'aller voir quelqu'un, de parler, que ce soit parce que vous avez un problème dans le contexte familial, que ce soit parce que vous avez un problème, parlez-en, quoi. Quentin, on va, avec Sacha, je vais vous poser la question à tous les deux. Tu as un petit peu répondu, Sacha, tout à l'heure. On va rester positif quand même dans tout ça. Il y a quand même des solutions. On peut peut-être résumer un petit peu les solutions que des jeunes comme vous seraient face à du harcèlement. Quelles sont les solutions qu'ils pourraient avoir, vers qui ils pourraient se rapprocher, peut-être aussi. Et voilà, donner un message positif quand même dans tout ça. On va commencer par Sacha. Pour ma part, je me suis dans un premier temps rapprochée de gens que
que je connaissais d'avant qui m'ont tendu la main, qui ont en quelque sorte promis de me protéger. Mais il y a eu un moment où ces gens-là n'étaient pas là, donc c'est là que j'ai pris une mauvaise décision. Et Quentin, tu fais revenir sur ce que tu as dit tout à l'heure où tu n'étais pas d'accord avec moi. Quand j'ai dit de fermer les yeux et de les ignorer, malheureusement ou heureusement, je ne sais pas comment dire, c'est ce que j'ai fait et je ne sais pas si c'est parce que c'était moi ou si c'est parce que c'était dans un petit collège. Mais pour moi, ça a marché. Je me suis enfermée dans mon monde. C'était peut-être pas la bonne solution car aujourd'hui, je suis totalement isolée et j'ai peur de parler à des gens. Mais ça a marché. Donc peut-être essayer que chaque personne se trouve son petit monde intérieur, mais qu'elle essaie de ne pas y rester trop longtemps. Merci Sacha. Pour Quentin? Non, oui, je pense que tu as raison aussi sur un point. Je pense que chacun devra faire face à la situation avec ses armes à lui et les ressources qu'il trouve en lui. Le fait que je sois pas d'accord avec toi signifie pas que c'était pas une bonne solution pour toi du tout. Donc, en tout cas, voilà, moi effectivement, c'était pas la mienne. Déjà, revenons aussi sur Sacha que moi je trouve formidable parce qu'après tout ça et encore à l'époque du lycée, tu t'engages en tant qu'ambassadrice contre le harcèlement scolaire. Et donc ça, c'est une solution. Faut se rendre compte qu'à l'heure d'aujourd'hui, la justice prend beaucoup plus de place autour de ce sujet-là et des dispositifs sont mis en place. Les ambassadeurs contre le harcèlement scolaire, l'État a mis en place un projet phare, vous le retrouvez dans beaucoup d'établissements et les ambassadrices comme Sacha, n'hésitez pas à vous tourner vers eux. C'est des gens, alors on peut toujours tomber sur quelqu'un avec qui ça ne passera pas, mais c'est des gens qui s'engagent pour lutter contre le harcèlement scolaire. Je pense sincèrement pouvoir dire, sans me tromper, qu'ils seront là pour vous aider. Pour moi, il ne faut pas le garder pour soi. Il faut réussir à le sortir. Une fois que vous vous sentez en confiance avec quelqu'un et que vous pouvez lui raconter, lui expliquer, vous sentir soutenu, vous n'avez plus besoin forcément d'en chercher supplémentaire. Mais voilà. En parler, c'est déjà évacuer une partie du problème. Le meilleur truc, donc c'est son petit monde intérieur que disait Sacha. En tout cas, c'est chercher votre voie. Cherchez votre voie, quelque chose qui vous plaît, quelque chose qui vous nourrit, une activité en dehors du lycée, qu'elle soit individuelle ou de groupe. Si vous avez du mal avec le groupe, n'hésitez pas, l'individuel, ça peut marcher aussi. Mais trouvez quelque chose qui vous nourrisse un peu tous les jours. Enfin, ça va être un outil qui va renforcer votre confiance en vous, votre estime de vous. Ce sera que positif. En renforçant votre estime et votre confiance en vous, le harcèlement va être quelque chose qui va moins vous toucher, entre guillemets. Merci Sacha et Quentin d'avoir témoigné sur votre parcours en tant que victime de harcèlement scolaire, donc collège, primaire et un petit peu le lycée aussi. Merci en tout cas à tous les deux et puis on va continuer ce podcast avec dans quelques instants Cléo, donc qui va être interviewée par Aurélia, donc accueillante et écoutante au passage, qui donc recueillera ce témoignage. Merci à tous les deux. Merci à toi d'être là et de venir témoigner sur ton expérience à l'école, au collège et puis après au lycée. Tu as été à la fois un peu harcelée, mais tu as aussi été auteur, harceleuse. Alors moi j'ai eu 2 éducations différentes parce que mes parents se sont séparés quand j'étais assez jeune, j'avais 3 ans. Au début j'ai fait une semaine. J'avais vraiment autant d'éducation de l'un et d'éducation de l'autre qui sont assez différentes. Du coup ma mère prenait plutôt l'aide par l'adulte. En cas de souci, aller voir quelqu'un professionnel ou quelqu'un qui va pouvoir gérer plus facilement la situation. Tandis que mon père, c'était plutôt si on vient t'embêter, tu te défends toute seule, t'hésites pas. Donc toi, t'étais plutôt comment au départ, naturellement? J'ai toujours dit facilement ce que je pensais. Donc déjà plutôt affirmé, oui, assez jeune. Complètement. Okay. Est-ce que tu peux bien nous dire un petit peu ton parcours scolaire? Par exemple, on commence par primaire, comment ça se passait moi, je suis arrivée ici en CP, donc je suis arrivée dans une nouvelle école en milieu d'année. J'avoue que CP, CE1, j'ai pas tant de souvenirs de comment ça se passait, c'est un petit peu loin. Mais je me souviens à partir de CE2 où ça a commencé à être un peu plus compliqué avec mon groupe d'amis, donc on était 5 ou 6 filles. Et en fait, elles arrivaient plus tôt que moi le matin à l'école. C'est le matin qu'elles choisissaient si aujourd'hui elles allaient me parler ou pas, si on était amies ou pas. Donc en fait, je savais le matin si elles n'étaient pas au portail. En fait, elles se mettaient au portail, elles attendaient que j'arrive et quand elles me voyaient, elles commençaient à courir autour de la cour. Ça c'était pour montrer qu'on n'était pas amis. D'accord, donc en fait, chaque matin, tu ne savais pas si tu allais avoir des copines ou pas. Exactement. Ce jour-là. Ça te faisait quoi, ça? Ça faisait mal, en fait. C'est surtout que c'est hyper dénigrant, ce genre de choses. Je me dis, mais qu'est-ce que j'ai fait, sachant qu'entre la veille au soir où on est reparti, on était amis, et ce matin, on n'avait aucun moyen de communication. Donc en fait,
J'étais jeune, donc je me rendais pas compte vraiment de l'impact ou de l'importance de ce genre de situation, mais juste... Ça devait être stressant avant. Ouais, Avant un d'arriver. petit peu, ouais, c'est ça. Tu te dis, bon, bah allez, alors aujourd'hui... Donc de l'isolement et puis une espèce de... Ouais, c'est très aléatoire en fait. Hein. Complètement. Donc ça t'a déjà un petit peu mis dans une position où tu étais un peu dans l'incertitude dans les relations. Ouais. Tu n'étais pas très... un peu insécurisée, peut-être. Ouais, complètement. Donc ça a duré... Jusqu'au fin de CM2, parce que quand je suis arrivée au collège, j'étais dans un autre collège que toutes. En 6e, t'es arrivée. Ouais. Donc là, nouveauté. Exactement. Donc, nouvelle classe, bon, changement forcément du primaire, qui est aussi un assez grand changement. Et du coup, je suis dans la même classe et je deviens amie avec Julie et Emma, qui vont devenir mes amies jusqu'à très longtemps. Et en 5e, je fais la rencontre de Mathilde, qui elle aussi va devenir notre 4e copine. Et arrivé en 4e, vous avez un petit groupe de filles, 4-5 filles. Ouais. Alors ce groupe, il est... comment tu le vois ce groupe ? Il est imposant, il fait du bruit, il prend de la place, il se montre. Ça fait un peu... entre guillemets, bien évidemment, les populaires du collège, elles sont sur le banc principal de la cour. Elles font un peu la loi. Ouais, complètement. Ok. Il y a beaucoup de garçons autour. Vous étiez bonnes élèves ? Oui, complètement. Enfin, oui, on était toutes assez... on s'en sortait avec quoi, 13-14 de moyenne, quoi. Donc, on n'était pas... On chahutait pas en cours, enfin voilà. Enfin un petit peu, mais pas... On était vraiment... C'était en fait vraiment pendant la cour, donc quand tous les élèves on arrivait en groupe, sinon on n'était pas dans les mêmes classes, donc on était chacune en... Vous vous retrouviez au moment de la récréation, c'est ça, et c'était exactement. Le moment de montrer un peu votre, justement, la puissance. Votre ouais, c'est ça. Ok, donc le collège, plutôt, tu t'étais plutôt bien, quoi. Ouais, en fait. enfin, bon, on se sent important, puissant, j'aime pas ce mot, mais c'est que je me retrouvais au travers d'un groupe qui me paraissait plutôt stable, donc... Est-ce que tu veux nous dire un petit peu ce qui s'est passé plus tard ? Bien sûr. Et donc seconde, on n'est plus que 4, mais on est toujours toutes les 4, toujours autant amies. On reste vraiment, on est très sélectifs, enfin, on est vraiment très fusionnels toutes les 4 et on reste tout le temps ensemble. Ouais. À la limite, nous, on va dans d'autres groupes individuellement, mais personne ne rentre dans le... Et donc arrive le nouvel an de seconde, où donc on est bien évidemment toutes les 4, et puis celles qui sont en couple amènent leurs copains. Et durant cette soirée, le copain de Mathilde et le copain de Julie se sont battus. Donc voilà, il y a eu conflit qui a dégénéré. Donc ça a été assez compliqué un petit peu de gérer, bon, parce qu'on est quand même jeunes, il n'y a pas d'adultes, enfin voilà. On arrive finalement quand même à apaiser un peu la situation. Et puis la fin de vacances se passe, parce que du coup au lycée c'est pendant les vacances. Puis retour au lycée, donc Julie est du coup très remontée contre le copain de Mathilde, qui fait partie de notre lycée, alors que le copain de Julie n'est pas du tout de Julie. Et Julie était vraiment très très énervée. Mathilde, elle traîne de plus en plus avec le groupe de son copain, donc beaucoup moins avec nous. Et du coup, Julie a commencé à dire, à monter un peu la tête, à se répéter souvent sur ses nerfs. Parce que Julie, du coup, reprochait à Mathilde de pas en vouloir à son copain. C'est aussi ce que fait Julie, donc en fait, une embrouille qui était extérieure est venue à l'intérieur du groupe. Et donc Julie continuait à être très énervée, etc. Et au fur et à mesure qu'on en discutait, elle me demandait de plus en plus mon avis. Et donc moi, je suis rentrée dans cette boucle, en fait, un peu. Et j'ai fini par me faire influencer et moi aussi être énervée contre Mathilde, alors que personnellement, elle ne m'avait rien fait. Et en fait, j'ai continué ma boule de nerfs et voilà. Et en fait, j'ai eu moi beaucoup plus de mal à m'arrêter et donc ça a été de nombreuses insultes au lycée. Et en fait, ma colère a pris le dessus sur tout le reste. Et donc ça a duré entre début du second semestre jusqu'au, je pense, mi-juin. Où il y a eu beaucoup d'insultes. Ouais, c'est ça. D'accord. De janvier à juin.
Surtout que, en fait, Mathilde, c'était une très grande amie à moi. Elle avait rencontré toute ma famille, même mon père qui habitait à 2h30. Donc, c'était vraiment, je la considérais comme une personne de ma famille. Et en fait, je me suis sentie complètement abandonnée par elle du fait qu'elle ait trouvé un copain, qu'elle reste avec ses copains, qu'elle se soit fait une nouvelle amie. Qu'elle s'extrait un peu du groupe. Ouais. Ça... Pas tant du groupe, de moi. Tu t'es sentie un peu finalement laissée pour le garçon. Complètement, exactement. Est-ce que tu en avais conscience à cette époque-là? Non, du tout. Non, tu ressentais vraiment, quoi de la colère. Uniquement de la colère. Envenimée peut-être par Julie et Emma. Et c'est allé jusqu'où tout ça? Alors c'est allé jusqu'à un souhait de mort. Je lui ai envoyé un long message un jour très énervé, je ne sais plus pour quelle raison. De toute façon j'étais en colère constante durant cette période-là, et dans ce message je lui ai ouvertement souhaité la mort. Et le soir même, sa mère a appelé ma mère, disant qu'il fallait que ça cesse, sinon elle allait porter plainte. Et en fait, j'ai directement arrêté. Avec du recul et en analysant la situation, je pense que j'ai fait d'abord tout ça en fait parce que j'étais très triste en fait de la situation, et je voulais la rendre triste comme moi j'étais triste. Par tous les moyens possibles. En plus, c'était mon ami, donc je savais exactement où est-ce que je pouvais piquer, où est-ce que je pouvais faire mal, comment je pouvais faire mal. Et en fait, j'ai compris du fait que sa mère ait appelé ma mère qu'elle en a parlé. Donc ça veut dire que ça l'atteint. C'est très moche à dire, mais du coup, mon objectif était atteint aussi également. Oui, tu voulais qu'elle souffre autant que toi. Voilà, exactement. D'accord. Et quand ma mère a reçu l'appel, j'en ai déduit qu'elle souffrait. Et la plainte, à ton avis, ça a fait la différence aussi? Oui, après ça c'est aussi personnel, c'est plus les conséquences qui me faisaient peur de par les réactions de mes parents. Plus que réellement la plainte en elle-même, c'est plutôt le fait que mes parents sachent qu'il y a une plainte contre moi et les conséquences de ce savoir. Donc là, ça a été fait stop net. L'après du coup, avec cette Mathilde. Donc ça avait dû s'arrêter entre mai et juin, donc fin d'année scolaire. Donc après il y a eu tout l'été où on ne s'est absolument pas vu, on ne suivait plus sur les réseaux. Donc Et quand on est arrivé en première, en fait on s'est retrouvés toutes les deux seules dans la même classe. Moi je n'avais aucune de mes amies, elle n'avait aucune de ses amies. Et en fait très naturellement, en fait, au bout d'une semaine, on a eu un regard en classe et on a compris que voilà, c'était terminé, et du coup on a rigolé, et en fait une semaine après on se remettait assises à côté et on reparlait. On a ressassé toute cette période où on ne s'est pas parlé, mais sans jamais parler de ce qui s'est passé entre nous. Voilà, c'est ce que j'allais y venir. Est-ce que vous en avez reparlé de ça? Non. Je lui ai envoyé un message récemment en lui disant, parce que c'est toujours mon ami aujourd'hui, et je lui ai envoyé un message récemment en lui demandant, mon cerveau il a oublié toute cette partie-là en fait. Tout l'après ou tout le pendant? Tout le pendant, en réalité. Je sais qu'il y a eu des insultes, mais je n'ai aucun souvenir de quand, de comment, de où. Voilà. Le seul truc que je me souviens, c'est de mon message que j'ai écrit le dernier, déclencheur de la fin. Mais sinon, en réalité, dans les faits, dans les détails, je ne sais plus du tout comment ça s'est passé, en fait. Et du coup, je lui ai envoyé un message pour savoir si je m'étais excusée. Et elle m'a répondu qu'elle ne savait plus trop, mais qu'elle ne pensait pas, mais qu'il fallait pas que je m'en fasse parce que j'étais pardonnée. Mais ça me tient quand même énormément à cœur parce que... Tu avais besoin de savoir si tu l'avais fait ou pas? Oui. Et déjà. Si tu l'avais pas fait, du coup, tu as eu envie de le faire? Oui, mais je vais le faire. Ah. C'était très très récent, donc j'ai pas encore répondu à son message, mais je vais le faire parce que ça me paraît hyper important. Parce que aussi aujourd'hui, je suis plus du tout la même. Donc... j'ai des réactions différentes des réactions que je pouvais avoir au lycée, et tant mieux en même temps que je reste pas dans cette mentalité. Ça a été une expérience qui t'a fait évoluer en bien, on va dire, disons que tu as toi-même pris conscience que ce comportement avait été souffrant pour elle, et que pour toi ça t'avait pas forcément amené plus... Non, carrément pas. En fait, mes souffrances à moi n'étaient pas guéries, en fait. J'ai juste amené quelqu'un dans ma chute, uniquement. Bon, merci pour cette expérience. C'est toujours très enrichissant d'entendre aussi la parole de toutes les personnes concernées. J'ai ce côté où, quand j'ai mal, je veux que la personne elle ait mal aussi pour comprendre, en fait. Je voulais juste être comprise. Et pour ça, est-ce que si on t'avait posé la question, imaginons à ce moment-là, si on t'avait dit, si quelqu'un avait vu ton attitude, en fait,
ce que tu faisais, Mhm. et que, je sais pas, un CPE, un prof, si quelqu'un t'avait parlé, tu aurais, comment, à ton avis, aujourd'hui, tu réagis comment? J'avais trop de colère en moi pour être objective. Donc j'aurais tout contré en fait, de la manière dont j'aurais pu contrer. Bon, bien évidemment, s'il me dit je t'ai entendu l'insulter, je vais pas dire non, c'est pas vrai. Bon, j'avais un minimum quand même de bon sens, mais pas plus en fait. Il y a l'empathie, Ouais, c'est ça, peut-être, de voir ce qu'on fait à l'autre et Oui, ce qu'on fait réellement. complètement. Donc aujourd'hui, si tu devais parler à une personne dont tu vois qu'elle se comporte comme tu le faisais à ce moment-là, qu'est-ce que tu lui dirais? Je lui dirais en fait qu'il faut déjà comprendre le pourquoi tu fais ça, quelles sont tes souffrances à toi, qu'est-ce que tu recherches en fait dans ta manière d'agir, pourquoi tu fais ça, mais profondément. Pas juste parce que ça m'amuse ou pas juste. C'est réellement quelles sont tes attentes en fait derrière tout ça. Rien ne peut aller si toi ça ne va pas en fait. Donc forcément ça va être des caractères qui vont t'auto-dégrader sans que tu t'en rendes compte en pensant que tu dégrades quelqu'un d'autre, mais en fait tu te dégrades toi aussi. Et que de toute façon, sincèrement, ça sert à rien. Vraiment, ça, en fait, comme je disais tout à l'heure, ça soignera pas tes maux à toi en fait. Ça donnera des mots à quelqu'un d'autre. Donc vous serez deux à avoir des mots, mais en fait tu n'auras pas réglé les tiens. Là tu embarques juste quelqu'un dans ta chute par pur égoïsme et c'est dommage parce qu'en fait il y en a qui ont des dommages collatéraux derrière. Des dommages qui sont beaucoup plus profonds que les tiens de base. Donc en fait, tu vas juste empirer un cas sans pour toi aller mieux. Donc en fait... L'idée, c'est de peut-être de demander de l'aide autrement, même si tu te rendais peut-être pas compte à ce moment-là que c'était un appel à l'aide, que tu souffrais du sentiment de te faire un peu laisser par ta copine, mais tu l'identifiais peut-être pas comme ça en fait. Non, pas du tout. C'était vraiment juste la colère. Aujourd'hui, je sais qu'il y avait de la tristesse aussi, mais à l'époque... Non, j'étais trop en colère en fait pour être de bonne foi et dire oui, je souffre. J'ai su qu'elle souffrait aussi de par l'appel de sa maman, mais sauf qu'en face, elle ne me montrait rien. Et donc, comme elle ne me montrait rien, je continuais. Et l'appel de sa maman, du coup, à la tienne, est-ce que tu peux nous en dire quelques mots? Comment elle t'en a parlé derrière? Comment ils ont géré ça, les mamans? Comment ils ont géré ça? Je ne crois pas qu'il y ait eu plusieurs appels. Je crois qu'il n'y en a eu qu'un seul où la maman de Mathilde demandait à la mienne à ce que j'arrête. Donc ensuite, elle a menacé de porter plainte. Mais elle a aussi joué elle-même la carte de l'empathie en lui expliquant qu'en fait, Mathilde était vraiment pas bien, elle est très mal. Et que du coup, en fait, elle sait pas quoi faire. Donc elle a aussi, en fait, c'était pas du tout une confrontation entre les deux, c'était plutôt de l'entraide entre deux mamans. Voilà. Où la maman de Mathilde demandait à ma maman qu'est-ce qu'elle pourrait faire, en fait, en tant que maman. Et non pas en tant qu'une maman qui a un enfant problématique. Enfin, même si je l'étais, complètement. Mais dans le sens où elle parlait vraiment du rôle des mères et non pas des enfants. Oui, et puis plutôt que peut-être de rajouter du conflit en plus entre les mamans, c'était je peux pas, je vois que ma fille va très mal, et du coup ça allait chercher aussi l'empathie chez la maman, la tienne, qui dit mais on peut pas tolérer ça en fait. Complètement. Plutôt effectivement une démarche bienveillante entre elles aussi. C'est ça. Je te remercie pour ce témoignage. Est-ce que tu as envie de nous dire là spontanément, qu'est-ce qui a fait que tu avais envie de participer à ce podcast? Parce que je suis plus du tout comme ça. Et que je sais que je regrette, je sais que j'ai pu être quelqu'un d'hyper problématique, ou vraiment une personne qui aujourd'hui je détesterais foncièrement. Mais je trouve ça important en fait, l'introspection malgré tout, de comprendre, ça me permet aussi de me comprendre moi. Donc il y a une partie où égoïstement, oui, pour me rendre compte de par quoi j'ai pu passer et pour quelles raisons, et voilà. De la même manière que, en fait, j'ai auto pris mon conseil en me disant mais essaye de comprendre pourquoi t'as fait ça en fait. Oui, c'est une prise de recul sur ce que tu as fait. Ouais. Et en même temps, tu assumes tes actes et ce que tu as fait. Effectivement, l'idée de l'étiquette auteur, harceleur, elle n'est pas confortable, mais
Mais En même temps, je l'ai été. tu l'as été, puis Donc, mais je trouve que c'est hyper courageux de dire aujourd'hui, de l'assumer et en même temps de dire pardon, quoi. Un peu de ça. Ouais, bien sûr. Parce que forcément, je regrette. J'entends que des gens ne regrettent pas, mais voilà, moi j'ai eu beaucoup de moments où j'ai pu travailler sur moi-même. Et donc, je sais que je suis plus du tout comme ça. Et donc, c'est forcément du regret que j'ai de me voir, enfin, de me réimaginer, pardon, d'être comme ça. Et je me dis, écoute, tu l'as été. Et de toute façon, on peut pas modifier le passé. Donc, autant en parler. Et je pense que j'ai beaucoup plus de facilité d'en parler maintenant que je sais que j'ai changé. Parce que du coup, je m'identifie plus du tout à la personne que j'étais au collège, au lycée, etc. C'est moi, mais décalé. Tu es devenue une meilleure version de toi-même. Oui, complètement. Merci beaucoup à toi. Avec plaisir. Merci à vous de m'avoir écouté.